Inspecteur général Grégory Allione, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM. Vous avez passé 8 ans à la tête des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Vous êtes d'ailleurs déjà venu à ce micro et récemment, vous avez été nommé directeur de l'École nationale supérieure des officiers des sapeurs-pompiers. Justement, c'était il y a quelques jours à peine la prise de pouvoir de celui qui vous succède, puisque évidemment, si vous quittez la tête des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, il faut que on vous remplace. Et c'est donc Jean-Luc Beccari, que vous connaissez bien, qui a pris ses fonctions et qui d'ailleurs n'a pas attendu pour rentrer dans le vif du sujet, puisque le jour même, un incendie se propageait dans les Alpilles. Grégory Allione, je sais que vous êtes un homme de défi. Et là, c'est un nouveau défi que vous avez accepté, former la jeunesse et susciter des vocations. C'est quand même une sacrée feuille de route. Pourquoi avez-vous accepté cette fonction ? Lorsque vous arrivez à la cinquantaine et que... J'avais pas dit votre âge. Je n'ai aucune difficulté à l'énoncer, mais lorsque vous arrivez à la cinquantaine et que vous avez un parcours et enrichi des expériences vécues, vous avez envie d'une transmission, de transmettre ce que les autres vous ont déjà donné. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre et surtout guider les jeunes officiers dans ce que j'estime être bon pour notre communauté, notre profession de sapeur-pompier, c'est-à-dire l'équité, la diversité, l'ouverture et aussi se préparer à affronter les défis que nous imposent les changements de société et le dérèglement climatique. Donc c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas rester plus de 10 ans à la tête des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône compte tenu qu'il y ait une réforme statutaire. Donc il y avait ce poste qui s'ouvrait. Pas très loin finalement de mes bureaux à Marseille, donc à Aix-en-Provence. C'est une école formidable qui forme les 29 000 officiers. Et donc voilà, j'avais envie d'y aller. Une mobilité fonctionnelle dans un environnement géographique particulier qui m'est cher, la Provence, et avec cet attachement de la transmission aux jeunes officiers. Alors, si on va reprendre les sujets au fur et à mesure. Bon, c'est à l'école à Aix avec je crois que vous avez 3 antennes. Il y a 3 antennes, il y a 3 sites, c'est-à-dire il y a. Aix, c'est l'école elle-même. Voilà, il y a Aix-en-Provence, il y a le plateau technique qui se situe à Vitrolles que certainement les Bucco-Rhodaniens connaissent, et il y a également un site à Paris dans la rue Audinet où nous formons tous les officiers de France, voire même de l'étranger et des sociétés privées à la prévention des risques pour accueillir les personnes dans les établissements recevant du public. Je sais qu'on a souvent dit de vous que vous êtes une sorte de pacificateur. Vous aimez que les choses se passent bien. À la tête du service départemental d'incendie et de secours, vous avez appris à tous à travailler, j'allais dire, en collaboration, que ce soit professionnel comme politique. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit aussi que vous arrivez, cette façon que tout le monde puisse travailler ensemble et de s'ouvrir aussi sur la société civile ? Je crois que vous avez résumé. Alors, pacificateur, oui et non. C'est-à-dire que je suis quand même... facilitateur, probablement. Je n'aime pas le conflit. Par contre, j'aime bien les combats. Je trouve que dans le conflit, on s'épuise. Par contre, les combats, c'est là où on réunit les équipes et finalement, on affronte quelque chose, une problématique. Et en cela, oui, j'aime bien faire en sorte que les choses puissent aller, pas vers le consensus mou, mais vers quelque chose qui soit commun, que l'on souhaite finalement défendre ensemble. Et à l'école nationale, oui, il y a des vrais enjeux, des enjeux de gouvernance, des enjeux des pédagogiques également avec nos officiers, puisque aujourd'hui, un officier qui commande une caserne, il a une ressource humaine particulière. Ce sont 80% de sapeurs-pompiers volontaires. Il faut aller les chercher, il faut les motiver, il faut faire en sorte qu'ils puissent rester dans le temps. Il faut créer des écoles de jeunes sapeurs-pompiers. Professionnels. Et pourquoi pas devenir sapeurs-pompiers professionnels. Donc il y a de vrais défis de société, de ressources humaines, financières aussi à la tête de l'école, car ce sont les collectivités qui financent, entre le Centre national de la fonction publique territoriale, les SDIS, financés par les conseils départementaux, et l'État. Donc oui, je vais essayer de faire en sorte que tout se passe bien et que cela fonctionne correctement. Le plus difficile, c'est quoi ? C'est de recruter, c'est de garder, c'est de motiver, parce que si on voit le profil classique qui arrive dans l'école, c'est Bac+2 pour être lieutenant, si j'ai bien suivi, Bac+3 pour le concours de capitaine. Est-ce que tout le monde, tous ceux qui arrivent sont déjà des sapeurs-pompiers, sont déjà peut-être juste des sapeurs-pompiers bien, mais est-ce qu'ils sont déjà motivés sur ce métier ? Oui et non. Alors oui pour une grande partie et non, et c'est ce qui est rassurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont soif d'engagement. En revanche, on dénote une variable par rapport à nos générations précédentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune veut vivre de l'aventure et il est prêt aussi à se lancer à plusieurs tranches d'âge dans des aventures différentes sans pour autant avoir
conscience ou rechercher la stabilité de l'emploi. C'est-à-dire des reconversions, des gens qui arrivent avec un autre métier parce qu'ils ont envie de s'engager, ils veulent changer complètement? Bien sûr, on a des anciens chefs d'entreprise, on a des gens qui ont travaillé comme professeurs des écoles, on a des gens qui ont travaillé dans la finance, on a des gens qui sont de tous univers et qui finalement ont envie à un moment donné de donner du sens à leur vie. J'avais recruté il y a quelque temps un gamin, vais-je dire, comme capitaine. Il avait été trader et il venait à moi pour être recruté comme capitaine de sapeurs-pompiers. Et je lui avais dit, mais tu n'auras pas le même salaire que ce que tu avais. Et il m'avait répondu, j'en ai suffisamment gagné pour vivre mes vieux jours. Dorénavant, je veux donner du sens à ma vie. Donc, s'engager chez les sapeurs-pompiers, comme officier ou comme sapeurs-pompiers, c'est donner du sens. Et les jeunes veulent ça. Et puis, de toute façon, on voit bien aujourd'hui qu'on n'a pas une seule vie professionnelle, on en a plusieurs. Et très souvent, c'est cette envie d'engagement qui fait qu'on change de route, qu'on quitte la route qu'on s'était tracée. Et je comprends tout à fait qu'on puisse donner autant de sens à sa vie en entrant à vos côtés. Quels sont les axes principaux? Vous formez à peu près 6 000 officiers, c'est ça, chaque année? Quels sont les axes principaux de leur travail? C'est-à-dire, vous les formez à quoi, en fait? Premièrement, un cadre, un officier chez les sapeurs-pompiers, c'est un manager de la ressource humaine. Je le rappelais, 80% de nos sapeurs-pompiers sont volontaires. À l'encadrement, c'est ce genre de choses. À l'encadrement du quotidien, c'est-à-dire à la prise de garde, au fonctionnement de la caserne. Vous savez, un groupe d'hommes, quel qu'il soit, d'hommes et de femmes, hommes avec un grand H, un groupe d'hommes, c'est finalement quelque chose à organiser, à tempérer, à juguler. On a tous des caractères, il faut apprendre à travailler avec cela, faire en sorte que l'équipe fonctionne. Et c'est plus difficile de faire travailler une équipe en temps de paix, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'intervention, qu'en temps de guerre, lorsqu'il y a intervention. Parce qu'en fait, en temps de paix, c'est là où les diversités, les caractères se font jour. Alors lorsqu'il y a une mission à affronter, lorsqu'il y a un événement, le groupe, la caserne va réagir et donc c'est moins compliqué. En fait, elle redevient un seul homme. C'est ça. Et il y a une différence à apprendre le management du quotidien et le commandement aussi pour l'officier qui va être, je dirais, l'exemplarité, la droiture. C'est-à-dire que l'officier puisse se dire suivez-moi et que l'ensemble de la caserne réagisse. Par l'exemple, ça me semble une évidence. Combien de femmes, Grégory Allione, parmi ces officiers chaque année en moyenne, d'une année sur l'autre? Alors aujourd'hui, on est à un taux de féminisation chez les sapeurs-pompiers entre 17 et 18%. On évolue petit à petit. Il y a encore une dizaine d'années, il n'y avait que 10% de femmes chez les sapeurs-pompiers. On va atteindre très vite les 20%. On a un élément d'espérance et d'espoir, c'est que chez nos jeunes sapeurs-pompiers, c'est-à-dire nos gamins qui sont entre 12 et 17 ans, presque 40% des effectifs de jeunes sapeurs-pompiers, sont 25 000 en France, sont des femmes. Et donc, ces jeunes filles auront tendance à irriguer, je dirais, la communauté des sapeurs-pompiers. Absolument. Et c'est une très bonne chose. Lorsque vous avez pris ce poste, vous avez déclaré « L'École nationale, c'est une grande dame, c'est prestigieux, je n'arrive pas avec des idées préconçues, il me faudra d'abord un temps d'écoute et de partage ». Vous en êtes où, Grégory Allione, en ce début du mois de février? Ça fait à peine un mois que j'y suis. J'ai déjà découvert tous les sites, rencontré la plupart des personnels sur leur poste de travail, à échanger. Nous sommes 206 personnels dans cette école. Je suis en train de les recevoir individuellement et les uns et les autres pour connaître leur mission précisément. Et petit à petit, je me fais une idée de ce qu'il y aura à transformer pour faire évoluer cette école vers l'avenir et surtout affronter les défis de la société, du dérèglement climatique. Nos officiers ont besoin d'être préparés finalement à des guerres difficiles. Et on le voit à l'actualité, le Chili, la Turquie, il y a un tremblement de les terre, événements Turquie-Syrie, qui sont là, qui sont arrivés durant le week-end et durant ces derniers jours, montrent que les officiers de sapeurs-pompiers doivent se préparer à des moments difficiles et c'est cela l'enjeu de notre école nationale. Alors, se préparer, vous avez évoqué les enjeux aujourd'hui de ce changement climatique. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je sais que vous avez bien compris qu'il faut transformer aussi les façons de travailler pour s'adapter. On le voit, des incendies dans notre région au mois de janvier-février, c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué. Comment on fait pour s'adapter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui, tout ce qui est service d'incendie et de secours soit mieux adapté à ce monde qui change à une vitesse grand V? On a deux enjeux. Premièrement, c'est faire en sorte que le concitoyen soit aussi acteur de sa propre sécurité. C'est-à-dire que chacun connaisse les gestes qui sauvent, les comportements qui sauvent. Vous savez, il y a un procès qui est en train de s'ouvrir, c'est le procès de la rue Erlanger à Paris, dans le 16e arrondissement, où il y avait eu 10 morts février 2019. Je ne sais pas si le drame aurait pu être évité, mais en revanche, en tant que
technicien du secours et du feu, je sais que des morts auraient pu être évitées. On aurait pu le gérer différemment. C'est-à-dire que les gens, s'ils avaient eu un détecteur automatique de fumée, etc., il y aurait eu des postures différentes. Et ça, donc il y a sur le sujet des risques courants du quotidien, c'est-à-dire sur les feux, sur le fait déjà, que les gestes qui sauvent soient appris dans tout l'environnement, qu'ils soient scolaires ou dans les entreprises de partout. Mais il y a aussi un enjeu, je dirais, financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, sont financés par les communes et les départements. Et nous espérons aujourd'hui faire comprendre que les sapeurs-pompiers sont l'assurance du territoire. Et lorsqu'ils concourent à cette mission de service public, finalement, ils évitent au monde privé, qu'est l'assurance, de débourser de l'argent par rapport à des drames ou par rapport à des conséquences. Donc, qu'est-ce que vous imaginez comme moyen financier différent ? Une contribution supplémentaire de l'assurance, du monde assurantiel, parce qu'aujourd'hui, le monde sapeur-pompier permet de sauver, de sauver des vies, de sauver des entreprises. Bien sûr. Donc tout cela a une valeur. Et par exemple, pour prendre un exemple que je connais bien, c'est que le service départemental d'incendie et de secours vit avec 200 millions d'euros de budget de finances publiques qui proviennent des communes et du département des Bouches-du-Rhône et permet de sauver chaque année presque 5 milliards. J'ai bien dit 5 milliards. C'est ça, il faut mettre en face les chiffres. Exactement. Pour bien donc il y a vraiment des enjeux de dire, à un moment donné, si on veut que le concitoyen contribue, que le monde assurantiel contribue pour avoir une sécurité civile, une protection de notre société beaucoup plus performante et rentrer dans cette performance. C'est un peu anglo-saxon comme concept, mais à un moment donné, il faut savoir s'inspirer de ce qui fonctionne. S'adapter, évidemment. C'est vrai aussi que vous avez souvent réclamé, alors là je parle plus aux sapeurs-pompiers qu'au directeur de l'école aujourd'hui nationale, c'est des moyens aériens. Très souvent vous avez dit il nous faut plus de moyens puisque les incendies aujourd'hui ont pris des proportions terribles, et voire même une politique des incendies qui soit européenne. Là aussi, parce qu'on a parlé, là vous venez de parler des financements, mais il faudrait peut-être quelque chose qui coordonne l'Europe. On voit bien que quand il y a un incendie en Italie, en Espagne ou au Portugal, nous sommes concernés. Bien sûr. Le président de la République, le 28 octobre, a reçu l'ensemble des acteurs liés à la saison 2022, à la saison des feux de forêt, et a lancé une trajectoire qui est assez claire, notamment en renforçant la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garons, qui est dans le Gard, et en disant il faut que l'on travaille avec l'Europe. Il positionne la France comme étant, je dirais, presque le pilier incontournable, le nœud gordien de cette protection civile européenne. Il avait déjà fait dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, où il avait à la fois défendu le volontariat, parce qu'au plan européen, c'était quelque chose qui pouvait être menacé. Il a consacré le volontariat, et de l'autre côté, il a renforcé le mécanisme de solidarité européenne, qui d'ailleurs en ce moment est sollicité pour envoyer les renforts en Turquie et de partout, et sur les territoires lorsqu'il s'agit. Et en Gironde, l'été dernier, des collègues européens sont venus nous prêter main forte, alors même qu'il y a quelques années, nous rendions main forte à la Grèce, en Espagne, le Portugal. Donc et même par ailleurs. Vraiment, il faut le voir de façon beaucoup plus large. Et puis on a le sujet de la Méditerranée quand même, parce que la Méditerranée c'est le berceau de notre civilisation. C'est pas à Marseille qu'on doit s'en souvenir, s'en rappeler. Et c'est effectivement préserver cette Méditerranée qui nous est chère en essayant d'être plus solidaire, quel que soit le bord de la Méditerranée où l'on vit. Vous êtes en relation avec les écoles dans les autres pays d'Europe ? Vous travaillez avec eux déjà ? Oui, il y a de grosses relations. On est en relation avec toutes les écoles au plan européen, mais même voire international. Il faut savoir que la France a une gestion opérationnelle de commandement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le GOC, la gestion opérationnelle de commandement, qui est une doctrine très particulière et qui est en train d'être diffusée au travers le monde pour commander, justement, apprendre à commander aux officiers, à structurer une opération au travers le monde. Ce que connaissent les Français, ce qu'ils adaptent au quotidien, que ce soit sur la petite intervention de l'ambulance ou de 2 ou 3 camions, jusqu'à la grosse opération telle qu'on a pu le connaître à Bourriès avec des gros feux de forêt, avec beaucoup d'éléments qui concourent au règlement de la situation, c'est une méthode particulière et qui inspire et qui est suscité par l'ensemble des acteurs de sécurité civile au travers le monde. Très bien. Parce que c'est une doctrine française qui fonctionne. Ça fonctionne. C'est inspiré du réseau militaire. Avec le gouverneur militaire de Marseille, on en parle régulièrement. On échange régulièrement sur ces sujets. Donc, en France, nous avons une sécurité civile quand même de la performance avec des modes opératoires qui sont quand même regardés par l'ensemble du monde. On pourrait dupliquer. Et puis, de toute façon, si on est amené à travailler avec les autres pays, c'est mieux si tout le monde a la même façon de faire. On va gagner du temps. Et vous avez totalement raison. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'en gestion de crise, en gestion des problématiques en protection civile, dès l'instant où on parle le même langage, on devient beaucoup plus efficace. Exactement. Alors, il y a un chiffre qui m'a surpris, c'est qu'en fait, sur la totalité des sapeurs-pompiers, il y a plus de 70% de sapeurs-pompiers qui sont des sapeurs-pompiers volontaires, qui ne sont pas des professionnels. C'est ça, et d'ailleurs, j'engage tous nos auditeurs à se renseigner auprès d'une caserne comment devenir sapeur-pompier volontaire. Ça prend du temps pour être formé? Oui, il faut y consacrer du temps, mais c'est comme tout engagement dans une association, je dirais. Dès l'instant où on s'engage, il faut y consacrer du temps. C'est pas anodin, il faut se former, mais très vite, on peut concourir à des missions, notamment l'ambulance. J'appelle l'ambulance qui est le véhicule de secours finalement et d'assistance aux victimes, mais c'est de faire en sorte d'aller porter secours. Et ça peut se faire avec 2 semaines de formation pour travailler en équipe. C'est vite concret. C'est très vite concret. Et puis après, on peut continuer à performer en prenant des spécialités, que ce soit le feu de forêt, le feu urbain. On peut se spécialiser bien ensuite. entendu. Et petit à petit, upgrader ses compétences pour continuer d'avancer dans ce milieu-là. Et vous avez besoin de volontaires? Vous avez besoin de plus de gens qui s'engagent? Oui, alors la Fédération nationale, lorsque j'en étais président, mais il y a une forme de continuum de pensée parce que nous évoquions le fait de pouvoir être, aujourd'hui nous sommes à 198 000 sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire 200 000. On évoquait le fait d'être à 250 000 au regard des enjeux de société d'une part et au dérèglement climatique, sachant que les feux ne concernent plus uniquement les départements du sud de la France, on l'a bien vu, le sud de la Bretagne était touché par les feux. Il n'y a pas que les incendies, il y a le fait qu'on ait des sécheresses terribles, évidemment avec des nouvelles tempêtes, qu'on pourrait pas un peu des tornades, ça aussi, il faut être formé à ça pour savoir comment on prévient, comment on se prépare pour accueillir des événements aussi forts. Et ça, c'est aussi le domaine des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont intervenus typiquement au mois de juin 2022 sur des orages de grêle qui avaient tout fracassé sur des départements qui, quelques semaines après, étaient menacés par les feux de forêt, qui, quelques semaines après, à l'automne, subissaient des tempêtes, comme vous le dites, en moins d'1 heure, avec toutes dévastées sur quelques communes notamment, et dans l'est de la France. Donc oui, aujourd'hui, le sapeur-pompier qui était, je dirais, le soldat du feu, est devenu le soldat de la vie, parce que 80% de l'activité, c'est du secours d'urgence aux personnes, c'est le quotidien, mais aussi soldat du climat, avec tous ces aléas qui arrivent sur nos territoires et sur lesquels il faut que le pompier concourt à la prévention et à l'intervention. C'est-à-dire que dans la formation qu'aujourd'hui vous donnez, vous avez modifié certaines choses, vous avez ouvert vers d'autres domaines. Comment ça s'est fait progressivement ? Oui, c'est-à-dire que initialement le soldat du feu, c'était uniquement le feu. Alors le feu de forêt dans le sud et le feu urbain. Ce que j'appelle le feu urbain, c'est les feux dans les domiciles, dans les maisons ou dans les industries. Et aujourd'hui, ce feu de forêt devient la formation se diffuse au travers le territoire national. C'est-à-dire, typiquement, on est en train de former des gens dans le Jura et ailleurs, alors que jusqu'à présent, c'était pas le cas, bien sûr, on n'avait pas les mêmes besoins. Dans le temps, depuis les années 80, les sapeurs-pompiers sont devenus les vrais acteurs de la santé, parce que ce sont celles et ceux qui viennent au bénéfice de la population lorsqu'elle est en détresse, que ce soit sur la route. On l'a vu pour le Covid, Sur le Covid, les pompiers ont testé les populations. Ils ont vacciné près de 25% de la population française. Donc ça a été un vrai acteur de la résilience. Et aujourd'hui, ils deviennent soldats du climat pour affronter justement les défis de ce dérèglement climatique. Du coup, avec tous ces nouveaux défis à relever, d'abord, vous avez une mission passionnante, mais je veux dire, tous les jeunes qui pourraient s'engager, et les moins jeunes, on voit bien que la demande est très ouverte. Il y a un panel de choses à apprendre et à faire pour aider la population qui est extrêmement intéressant. Je me souviens d'un livre que vous avez écrit il y a quelque temps, vous étiez venu d'ailleurs à la radio, Sapeurs-pompiers en engagement au quotidien. Dans ce livre, vous reveniez bien sûr sur votre parcours en expliquant en quoi consistait votre travail. Quel retour avez-vous eu? Parce que je présume que vos hommes aussi vous en ont parlé, qu'autour de vous on en a parlé. Et dans cette idée de ce livre, est-ce qu'il ne serait pas bien aujourd'hui d'en préparer un autre et qui soit vraiment concentré cette fois-ci sur votre... Vous pourriez presque écrire un journal au quotidien avec cette nouvelle fonction que vous allez remplir. Alors déjà sur le premier livre. Vous touchez un élément sensible parce que le premier livre, il était lié au partage de cet engagement avec un élu qui défend aussi les sapeurs-pompiers, qui est Olivier Richefou, un ami. Et quel retour? Tout simplement gratifiant dans le sens où encore ce week-end, lors de la passation de commandement, certains venaient me demander des dédicaces et le lisaient. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le public qui l'achète. C'est souvent des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes gens qui sont allés en librairie découvrir ce qu'est le métier de sapeur-pompier. Et si cela a pu inciter
des vocations, si cela a C'était pu le but, quand susciter, même, de c'était votre exactement cela. Et c'est je dirais, de vulgariser. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est se mettre à la portée de tous. Exactement. Et ne pas en faire un monde fermé, inabordable, intouchable, c'est pas pour moi, pas du tout. Montrer que il faut qu'on travaille ensemble, il faut que la société civile accepte de s'ouvrir et que le monde des sapeurs-pompiers s'ouvre également. Le pompier n'est pas, je dirais, je vais être un peu percutant, c'est pas un mâle de 30 ans européen. C'est plus, on va dire. C'est pas seulement ça. Non, bien sûr que c'est pas seulement ça. C'est des femmes, des hommes, c'est la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Une caserne, c'est la société française. Donc aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut être sapeur-pompier, notamment sapeur-pompier volontaire, ensuite sapeur-pompier professionnel avec des concours. Donc oui, c'est l'ouverture, c'est vulgariser et faire en sorte ce que vous vouliez, bien de sûr, permettre justement à chacun de s'engager comme on l'évoquait avec la jeunesse. Et sur la deuxième réflexion, oui, forcément, on pense, lorsque vous êtes dans ma position, à écrire un second livre pour pouvoir continuer à inciter, susciter et surtout témoigner de la richesse de cet univers qui est assez fermé. Et puis comment ça se passe au quotidien, cette formation ? Moi, si j'étais vous, je ferais tout de suite un journal le mois de janvier, février, pour pouvoir relater tous les mois vos avancées, vos rencontres. Parce que c'est en vous accompagnant comme ça sur une année qu'on comprendra l'utilité de cette école, le bien fondé de ce que vous faites et l'investissement, le cœur que vous mettez dans toutes vos tâches. On l'a déjà vu à la tête des pompiers des Bouches-du-Rhône. À Chère Elsa, ça fait partie des programmes qu'on va certainement mettre en place à l'École nationale et puis peut-être faire venir des journalistes. Alors non pas uniquement pour faire briller, faire connaître cette école, pas seulement ça, mais surtout pour faire connaître de l'intérieur. Mettre les mains dans le cambouis. Mettre les mains dans le cambouis, montrer ce que nous sommes pour justement dire aux uns et aux autres, venez nous rejoindre, vous pouvez concourir à une des plus belles missions au sein de nos sociétés, c'est-à-dire préserver et sauver les autres. C'est aussi votre place. Merci beaucoup Grégory Merci Alliot pour cet entretien et puis j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Bonne journée.